Et là, d'un coup, j'ai commencé à avoir, je sais pas, 5000 abonnés en un mois, pas mal de vues. J'avais bloqué tous mes amis pour pas qu'on me voit. Je veux pas avoir de jugement des personnes autour de moi. Il y avait pas GPT, donc je payais des mecs en doctorat pour me corriger mes textes, pour être sûr qu'il n'y ait pas de faute non plus dans ma formation. J'ai investi tout mon argent là-dedans. Donc ça m'a bien coûté un 20-30 000, je pense, cette histoire. Et là, après, décembre dernier, on a commencé à taper les premiers 9 000, 12 000 pour janvier. Et puis là, j'ai monté. Ouais, en moyenne, on est entre 15 et 16 maintenant tous les mois. Mais je me fais corriger par ChatGPT. Du moins, la phrase que je dis à ChatGPT tous les jours, c'est corriger 2 points, corriger 2 points, corriger 2 points. C'est quoi, tu penses vraiment un manque de confiance ou c'est non, c'est que je ne peux pas. La dyslexie ne me permet pas de. Bienvenue dans Focus, moi c'est Dylan, fondateur de Focus Pro, une agence qui aide les pros à scaler grâce à des campagnes publicitaires puissantes et des systèmes d'automatisation bien huilés. J'ai lancé ce podcast pour donner la parole à celles et ceux qui construisent, qui tombent, qui se relèvent et qui avancent vraiment. On parle stratégie, choix difficile, victoire, mais surtout de ce que ça demande en vrai d'entreprendre aujourd'hui. Si tu es entrepreneur, indépendant ou simplement curieux de ce qui se passe derrière les rideaux du business, t'es clairement au bon endroit. Et si tu veux qu'on regarde ensemble comment améliorer tes pubs Facebook, Insta ou TikTok, je t'ai mis un lien dans la description pour réserver un appel offert. Allez, bon podcast. Hello à tous, bienvenue dans Focus. Aujourd'hui, je reçois Jordan. Hello Jordan. Enchanté, merci de me recevoir. Un grand plaisir. En tout cas, merci de venir partager ton parcours. Est-ce que tu peux te présenter succinctement, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Jordan Girbon, je suis entrepreneur désormais sur Suisse et ancien salarié, une scolarité normale. Est-ce que tu peux décrire un petit peu dans quel environnement tu étais étant jeune, enfin adolescent ou enfant? Est-ce que tu avais des parents entrepreneurs ou des oncles ou un grand frère ou une grande sœur Alors, pas du tout. Explique-moi un peu ton contexte. Du moins, pas du tout. Oui et non. Ma mère, elle a toujours été dans l'hôtellerie, donc elle a quand même eu des entreprises. Après, elle a été salariée, elle a fait le pivot plusieurs fois dans sa vie, mais rien de... Elle n'a jamais concrétisé quelque chose comme elle le souhaitait. Non, elle n'a pas fait des grandes entreprises ou etc. Elle a fait son argent pendant des temps, voilà. C'est ça. Et toi, tu étais dans quel environnement, justement? Tu étais donc sur France, si j'ai bien compris? Oui, j'étais à Ardéchois. Je suis à Ardéchois. Donc, j'étais en France avec elle, juste ma mère, pas mon père. J'ai eu un beau-père également par la suite. Enfance traditionnelle, parcours scolaire? Alors, traditionnel, en termes de scolarité, pas forcément. Il y a quand même plusieurs pivots, parce que étant jeune, j'ai été battu par un de mes beaux-pères, qui m'a fait que j'ai été placé dans des écoles spécialisées. Et puis, donc j'étais en internat relativement jeune, je crois à 10-11 ans, en internat. Puis après, je suis passé en SECPA. Donc ça, c'était l'internat, tu rentrais avec les week-ends? Je rentrais que le week-end, c'est ça. Je rentrais que le week-end, c'était Pont-Briand à Bourg-Saint-André. D'ailleurs, j'ai appris il y a pas longtemps que ça a fermé. Mais entreprise, du moins, école très spéciale. En fait, les enfants de 11 ans et les enfants de 18 ans sont mélangés. Donc, on se fait taper dessus par des gens bien plus matures. Voilà. Et en fait, c'est la limite avec la prison pour mineurs aussi. D'accord. C'est un peu un... Mais juste pour resituer, c'est donc tu as été placé dans ce type d'institution, non? Parce qu'on te battait? Alors, parce que j'étais battu jeune, donc il y avait déjà eu un relevé au niveau des éducateurs, parce qu'en fait, on se fait ficher dans ces choses-là une première fois, donc après on a suivi éducateur, etc. Puis après, j'ai eu d'autres compléments, parce que par exemple, j'étais très bon en maths, j'avais fini le cahier en un mois avec la première, et du coup après je dormais en cours. Je m'étais battu, je crois, une fois comportement, et donc ils ont relevé comportement, problème là, plus les antécédents. Ils ont dit non, là, ils ont dit on fait internat. Et là, la maman n'a aucune autorité. Elle a pu voir. Elle a mis, je crois, 3 ou 4 ans pour me sortir de cette école. Donc, mais qui a fait les démarches de... c'est l'éducateur, du moins, c'est l'État. Pouvoir. L'État a dit, lui, il est problématique, on l'isole, on le met dans un parce internat. qu'il y a des antécédents, il commence à y avoir des problèmes, donc ça se ressent sur le comportement d'un enfant. Et donc, à partir de là, il ne cherche pas à comprendre, il place. Ça n'a vraiment aucun mot à dire. Non. On a dû revoir des éducateurs au bout de 3-4 ans pour me sortir, parce que dans cette école, en fait, ils disaient que si on voulait aller en SECPA, donc, qui est déjà une étape assez basse, et en fait, on n'avait pas le niveau pour eux. Alors que quand je suis arrivé en SECPA, j'ai eu 19,6 de moyenne en maths et 16 de moyenne en français, donc c'est complètement faux. Vous avez bien jugé. Et ma mère, elle a mis bien 1 an ou 2 ans avec des éducateurs à se battre administrativement pour me sortir de cette école. Impressionnant, donc tu es rentré dans un rouage sans forcément l'avoir demandé. Non. Donc du coup, je pense, tu as un certain trauma qui s'en est dégagé de ce passage, quoi. C'est un passage un peu marquant jeune, et puis après ça a laissé des séquelles où je suis arrivé en 6e, le plus vieux il avait, je crois, 16 ans, donc j'étais relativement bagarreur à cette époque-là, parce que du coup le plus vieux il avait 3 ans de plus que moi, donc c'était pas la même chose de 11 à 18 que de 13 à 16. Et comment est-ce que tu te souviens comment tu as réagi à ça, justement, le jour où tu as pu sortir de
de cette mésaventure quand on t'a mis en internat? Est-ce que justement, tu as été t'étais énervé, tu avais plus de rage, plus de... Non, Envers j'étais la content de société ou les pouvoir gens? re-avoir une vie normale, de pas Ok. être en internat toute la semaine, hein. Ça, c'était quand même une résurrection. Et puis après, la petite vie d'un adolescent, on sait pas. De toute façon, quand on sait pas, en général, c'est juste le niveau scolaire qui change. Ouais. Et les demandes derrière, les devoirs, etc. Parce qu'on m'avait proposé de passer en général, quand je suis arrivé en 6e avec les grosses notes. Mhm. J'ai pensé au général, j'ai pensé aux devoirs, j'ai fait chuter mes notes instantes. J'ai dit non, mais il n'y aura pas de devoirs. Auto-sabotage. Ah oui, directement. j'ai dit, Moi, c'est quand je sors de l'école, quoi. Ouais, non, À c'était 16 heures, mort. c'est fini. Du coup, après, j'ai fait de 6e à 3e dans ce collège. Dans ce Ok, collège. donc après, tu as retrouvé une scolarité normale. C'est ça. Donc content de retourner aussi à la maison, sans doute. Je rentrais tous les soirs, Tous les soirs, ouais, donc enfin, une vie, j'avais normal. voilà, petite vie normale. Puis après, j'étais très sportif à ce moment-là aussi. Ok. C'était plus facile pour les activités sportives Ouais, quand tu étais en je interne. faisais de l'équitation en compétition. Ok. Donc tous les soirs, je montais mon cheval. T'avais une passion pour ça, pour le cheval? Ouais, j'ai Qu'est-ce que commencé à 8 ans, j'ai fini à 15 ans, j'ai fait beaucoup de compétitions, j'ai eu mon cheval, j'ai fait l'école des Cool. jockeys. Ok. Donc ouais. Après, Et j'ai eu t'as épousé comment cette passion-là pour le cheval? je sais pas, c'est ma mère qui m'a amené une fois et puis ça a matché. Et puis après, j'ai continué pendant très Ok. très longtemps. Cool. Très longtemps dedans. C'est pour ça que j'aime bien dire, quand je parle de ce sport, j'aime bien dire que j'ai eu un peu toutes les enfances parce que autant on n'avait pas forcément beaucoup d'argent à des moments, vraiment pas beaucoup. Ouais, justement, j'allais dire, c'est un peu un sport atypique pour une jeune personne, quoi, pour 8 ans. Ah ouais, bah là, Tu te dis pas, je vais faire du cheval, quoi. parce que c'était en face de. Moi, il y avait mon village de 150 habitants, 100 ans en Ardèche. Et en fait, on traversait le pont, on faisait 1 kilomètre et il y avait le centre équestre. Ok. Donc c'était un sport qui était pas trop loin. Sport co, c'était pas fait pour moi. J'étais trop bagarreur. D'accord. Ça le faisait pas. Hein. J'ai fait du foot, j'ai fait du basket. T'avais pas canalisé ça, quoi. Non. Ok. J'étais mieux sur des sports plus individuels. Et ma mère, elle s'est ruinée à cette époque pour moi. Ah bah j'imagine, ouais, Elle ça a d'autres coûts. 600 euros par mois, je crois, elle payait. Ok. Sauf qu'elle était seule. On est 2 enfants, on était 2 frères à cette époque-là. Comme on dit, ouais. elle s'est saignée, quoi. Et pour puis pouvoir après, c'est mon ça. frère qui s'est mis au ski. Donc c'est pas... C'est pas mis au golf? non. Mais le ski, c'est pas mal aussi. Hein, ça, Ouais, c'est vrai que ça a des frais assez conséquents, quoi. Ouais, parce Les qu'il y a abonnements, parti à les- Biata en station de Ouais, ski c'est aussi, ça, ouais. etc. Donc. Ok. Donc du coup, tu subis différents tumultes pendant ton parcours scolaire de la petite enfance jusqu'à ton adolescence. Après, tu reviens, on va dire, à un niveau normal de scolarité où tu peux rentrer chez toi tous les soirs, tu n'es plus en internat. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là alors? Parce que tu arrives sur les 16-17 ans et on commence à parler qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Alors, c'est exactement ça. C'est sorti de 3e. On oblige à savoir qu'est-ce qu'on veut faire réellement derrière. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Ok. Donc, j'ai dit, ma mère est chef de cuisine. Moi, je travaillais déjà avec elle des fois l'été, etc. Je faisais des extras avec elle. Ouais. Et j'ai dit, ma mère est chef de cuisine, je vais en cuisine. Ok. Tout bêtement. Donc, je suis parti en école hôtelière pendant 1 an. Tu l'as fait En de surf? Ardèche. Oui, à Lesdiguières en Ardèche, Ok. à l'Argentière. J'ai fait 1 an. Puis après, j'ai switch en CFA, la 2e année. Ok. Donc toujours en cuisine, mais en CFA. J'ai fait une première partie en Ardèche. Après, je suis parti à Grenoble. CFA, tu peux juste expliquer ce que c'est par rapport à Dans l'audience un qui cas, est c'est juste de Genève. la scolarité pure. Donc l'école hôtelière, c'est scolarité pure Ok. avec des cours normalement. Un CFA, on a 3 semaines, je crois, de travail et 1 semaine de cours. Ok. Donc t'es c'est plutôt plongé dans le côté. Ouais, là, on est plus dans le monde professionnel et puis on gagne déjà de l'argent. Donc Ok. on a D'accord. déjà un petit revenu, je crois, 400, 300, 500. Du moins, c'était Ok. à l'époque déjà. Ouais. Maintenant, T'avais ça une serait plus. rémunération, quoi. C'est ça. Et D'accord. puis à ce moment-là, j'étais chez ma tante et ma mère est partie en station de ski. Et du coup, après, j'ai fini ma 2e année parce que j'ai divisé en 2 la 2e année. Et je D'accord. l'ai fini chez ma mère, du coup, là, à Grenoble. Et on était aux 2 Alpes à ce moment-là. Ok. Donc toujours dans la cuisine, c'est ça? Toujours Ou dans la ça, pas de cuisine. service, c'est vraiment cuisinier? Non, j'ai fait cuisine à ce moment-là. Et c'est après, quand on est rentré en Ardèche, que j'ai pas passé mon examen. J'ai jamais passé l'examen du Ok, CAP. t'as jamais poussé le... Non, parce qu'en fait, on a redéménagé à ce moment-là Ok. et j'ai pas ressenti le besoin d'aller passer l'examen. Je n'avais pas envie de m'embêter avec ça. Du coup, j'ai jamais passé l'examen. Ok. De toute façon, il m'a pas été utile. Et Voilà, puis ça, après, c'est fait. voilà, et puis après, par la suite, j'ai switché en hôtellerie. C'est pas grandement utile à moins de vouloir monter haut. Ouais, On donc gagne t'avais pas cette prétention de vouloir continuer dans l'hôtellerie, c'était vraiment... Même je pourrais encore être amené à faire des extras en hôtellerie, Ok. du moins. D'accord. En vrai, c'est pas du moins. Mais c'était pas ça que tu voulais pas upgrader dedans, quoi. Tu voulais pas Non. monter dedans. T'as fait ça parce que t'avais vu ta maman qui faisait. Tu t'es dit, voilà, Ouais, c'est ça. faut faire un choix. Je vais la suivre. Et puis, du coup, ben,
tu as exécuté le truc sans forcément. Ouais, voir plus loin, quoi. j'ai fait de la cuisine. Après cette période, je suis parti en service. J'ai fait du bar, j'ai fait des ménages en station de ski. Quand tu avais fini Pas dans le CFA déjà, je faisais aux Deux Alpes, je faisais mon apprentissage, donc mes 3 semaines d'apprentissage, ma semaine de cours à Lesdiguières. Ouais. Et dans ces 3 semaines, je faisais aussi des extras le week-end. Dans les ménages chez Odalis pour avoir un peu plus de sous. D'argent, d'accord. Donc tu n'arrêtais pas de bosser, quoi. Ouais, j'ai toujours pas mal. Donc tu finis pas forcément ton cursus par un diplôme ou un certificat, mais tu le finis quand même, je pense. Ou je suis allé jusqu'à la fin, je me suis pas présenté à l'examen. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe après pour toi alors? Après, je rentre dans le monde du travail. Directement. Oui, ça y a pas eu de. J'étais déjà dans le monde du travail, donc en fait, je faisais les marchés à 13 ans, du moins voilà, j'étais déjà dans le monde du travail, j'avais pas trop de problèmes. Donc j'ai continué là-dedans, je suis parti en service dans un camping en Ardèche. Donc juste pour revenir, donc faire un retour. Très jeune aussi, tu faisais déjà des petits extras le week-end sur des marchés. Ouais, en fait, à 13 ans, je faisais des extras dans les marchés l'été. Et je travaillais pour ma mère dans un petit restaurant, parce qu'à ce moment-là, on avait encore une maison. On avait un petit restaurant sur le terrain de la maison, et du coup, je faisais aussi des extras avec ma mère le soir. Donc très jeune dans la vie active, quoi, en fait. Oui, donc, le travail pour toi, c'est pas quelque chose de diabolique, quoi. Tu as été vite mis dans le bain, quoi, en fait. C'est ça. Et puis en hôtellerie, on est vite formé à être payé au forfait. Donc, donc faire des 90 heures, c'était à peu près la norme, on va dire, à cette époque-là, en tout cas. Donc là, tu finis pas ton cursus avec un certificat, mais tu finis quand même le CFA. Et après, tu vas directement dans un restaurant. Qu'est-ce qui se passe? Là, j'étais dans le camping. J'ai fait mes saisons d'été surtout. Après, on a repivoté. On est parti à Tignes. Ouais. J'ai retravaillé donc en cuisine, en salle. Je pivotais vraiment sur tous les secteurs. Après, c'est vraiment à 22 ans où je suis sorti de la cuisine. Et j'ai fait une expérience à Genève aussi en cuisine. Pendant cette période? Bien plus tard. Parce que j'ai fait dans cette période-là, je suis parti après à Palavas-les-Flots. Je suis allé habiter là-bas en bord de mer. Du coup, là, j'étais serveur et c'est à ce moment-là où j'ai fait une grosse saison, 70 heures. Du moins, je me faisais tuer dans la cuisine. Et puis là, j'ai dit non, mais c'est bon, ras-le-bol la cuisine. En plus, je deviens aigri dans une cuisine parce qu'on parle à personne. J'ai dit, je sors en salle complètement. Je fais le pivot, j'arrête la cuisine. T'as pas changé de métier, mais t'as changé de poste. Oui, j'ai changé de poste. D'accord. J'étais déjà polyvalent. Tu faisais beaucoup de saisons, donc très saisonnier. Donc ça veut dire que tu bouges beaucoup dans les différentes places qui t'accueillent en France. Donc l'hiver, ça se passe là-bas. L'été, ça se passe au bord de mer, etc. Généralement, c'est ça. C'est ça. C'est des périodes assez chargées justement en termes d'heures parce que c'est des moments où il y a beaucoup de touristes, donc du coup c'est des amplitudes horaires qui sont énormes. Donc tu tiens dans ce parcours-là, dans ce métier-là. Est-ce qu'il y a un moment où tu pivotes ou tu continues? Comment tu es mentalement à ce moment-là? Est-ce que tu te vois te projeter dans cette cuisine, avoir une cuisine à toi ou... Non. Alors déjà, à ce moment-là, parce que ça c'était avant les pseudo-déclics qu'il y a eu par la suite, mais à ce moment-là, mon objectif de vie, c'était 35 heures, 1800 euros par mois. Ça, c'était mon objectif de vie. Dans la cuisine? Dans l'hôtellerie, dans l'hôtellerie. Possible, atteignable. C'est possible, mais c'était compliqué à avoir. 35 heures, c'est compliqué. C'était compliqué. 100 €, pourquoi pas. Mais... C'est compliqué, mais ça pouvait être un pivot à faire. Du moins, ça jouait. Mais j'avais pas d'objectif, je voulais pas créer d'entreprise. D'accord. J'avais pas de projet d'acheter. Tu as trouvé ce poste justement Non, j'ai fait le pivot avant. J'ai eu le déclic avant. Quel a été ce déclic alors? Le décès de ma grand-mère. En fait, j'étais en saison. J'avais déjà lâché mon appart. J'étais parti faire des voyages pendant 3 mois. J'ai fait Thaïlande, Laos, Cambodge. Je suis revenu et puis là, j'ai eu le décès de ma grand-mère avec qui j'étais très très proche. Comme ma deuxième mère, du moins, je lui faisais ses courses à 200 km. Elle m'a acheté ma moto. J'étais pourri gâté avec elle aussi, on va pas se mentir. Malgré le fait qu'elle avait plus trop d'argent à cette époque-là de sa vie en tout cas. Quand j'étais plus jeune, elle avait pas mal de sous. Mais... Plus de moyens. Ouais, en fait, elle a fait des gros accidents. Elle était coiffeuse professionnelle, donc elle a perdu l'usage de ses mains et après ça fait descente aux enfers. Mais du coup, très très proche d'elle. Elle est décédée. Et là, j'ai eu un gros déclic, une grosse introspection de... avec tout ce que j'ai eu, tout ce qu'elle m'a donné, amour, c'est un fait, mais aussi financièrement, je me voyais pas échouer. D'accord. Ou, du moins, c'était je me voyais pas rester là, c'était pas possible. Donc j'avais besoin de changement. Et elle te donnait des conseils un petit peu justement, vous échangez un peu plus sur la philosophie de vie entre guillemets ou... Non, mais je sais qu'elle idolâtrait le fait que je réussisse, qu'elle était très attirée par l'argent aussi quand même, on va pas se mentir, elle a toujours eu de l'argent jeune, donc très par l'argent.
Et puis après, elle m'a beaucoup donné, donc je ne me voyais pas en fait stagner sur c'était pas possible. D'accord. À ce moment-là, ça a vraiment freeze. J'avais jamais ouvert de livre, je me suis mis à lire. Ok. J'avais jamais voulu entreprendre. J'ai fait du MLM, derrière, je suis parti dans le drop. J'ai fait 10 boutiques en ligne. Du moins, j'ai commencé à passer 90 heures par semaine à me former. Alors à travailler toujours, mais l'objectif 1, c'était apprendre. Et, ok, donc tu as des side business en fait, comme on dit. C'est que tu as quand même un métier alimentaire, enfin un métier principal, et à côté tes boutiques e-commerce, etc. Okay. Je prends le side business. Moi, je brûle pas le navire. C'est pas ma philosophie. Je brûle pas le navire. Je fais un socle stable. À côté, je fais mon projet. Et quand le projet est assez déployé, on lâche le. Comment tu as conscientisé ça, le fait de garder quelque chose stable? Sécurité. Sécurité, parce qu'en fait, à ce moment-là, c'est là où j'étais encore aux Deux-Alpes, du moins aux Deux-Alpes, j'étais encore à Palavas. Et à ce moment-là, du coup, j'avais mes revenus. Et c'est là où j'ai eu le premier déclic de la Suisse aussi. Parce que j'ai commencé à entreprendre, j'ai fait mes boutiques, je me ramassais la gueule surtout. Donc ça marchait pas, j'apprenais, voilà. Mais c'est une boutique, ça marche pas, l'autre boutique, ça marche pas, l'autre boutique. Puis après, j'ai pris des petites leçons. Première boutique, c'était les têtes de mort, la niche des têtes de mort. Et je la fais, moi je vois, ça marche pas, je dis bon, j'arrête. Et puis après, je prends la première tarte où il y a un autre entrepreneur sur les réseaux qui me fait le challenge 3 ou 4 mois, où en 3-4 mois, devant tes yeux, il monte une boutique à 10 000 € par mois en SEO. Et il a choisi la niche des têtes de mort. J'ai dit ok, en fait, le problème, c'était pas l'idée. Non, mais c'était c'était pas l'idée, c'était les compétences. Donc il faut peut-être un peu plus de compétences pour savoir repérer une opportunité. Donc là, je me suis formé, j'ai fait entre 10 et 15, je pense, boutiques en ligne, des anti-moustiques, les têtes de mort, qu'est-ce que j'ai fait, les lunettes audio, j'ai fait les sacs à langer. Ouais, j'ai fait pas mal de... T'as vraiment payé ton parcours d'entrepreneur, tes steps d'apprentissage. C'est ça. Ok, donc là, t'es toujours Palavas-les-Flots, t'es en restauration la journée, enfin le soir, et de côté, tu montes tes boutiques, tu vois que ça prend pas, donc tu te formes par rapport à ce e-commerce. Et tu te formes comment, quoi? Tu formes en ligne? Livre déjà, numéro 1, influence et manipulation, l'art de la guerre, les 48 lois du pouvoir, comment se faire des amis, le pouvoir de la confiance en soi, le pouvoir super pauvre. Moi, tous les classiques, tous les classiques, je les ai poncés. Audio au début, parce que je suis dyslexique et je fais de la dysorthographie. Ah oui, ça c'est aussi un petit step, c'est je fais de la dyslexie et de la dysorthographie, parce que c'est pour ça que j'ai été battu à la base. Explique un peu les deux alors. Alors la dyslexie, moi en tout cas comment je la vis, c'est déjà j'ai des gros problèmes d'écriture. Et en fait moi si je doute sur un mot, du moment en tout cas comment je le vis encore à l'heure actuelle, c'est parce que j'ai beaucoup monté mon niveau de français, mais quand je doute sur un mot, je vois changer l'orthographe sous mes yeux, et du coup si j'ai pas une validation sur internet ou autre, je suis plus capable d'écrire le mot, alors que je l'ai écrit tous les jours. Et la dysorthographie? Dysorthographie, on écorche les syllabes, c'est des problèmes de lecture. Toutes les syllabes, on va les... C'est pas forcément l'expression orale, mais c'est plutôt... Justement, là, c'est tout ce qui va être, du moins expression orale, c'est tout ce qui va être lecture, on va dissocier beaucoup de retard sur la lecture et beaucoup de retard sur l'écriture et l'orthographe. Et comment ça t'impacte concrètement, justement, à l'oral, quand tu essaies de parler? Non, à l'oral, j'ai aucun problème. Non, c'est lecture et écriture. Écriture, c'est ça. C'est quand même des phases importantes pendant l'éducation scolaire et tout ça. Donc, voilà, sur ça, c'est pour ça que j'étais très fort en maths, mais très mauvais en orthographe. Et c'est justement quand j'ai eu le décès de ma grand-mère, où là j'ai repris, je m'étais fait un bureau avec des papiers de CM2. En fait, j'avais au moment où je faisais mes boutiques en ligne, il faut les corriger, les boutiques en ligne, parce qu'une fois, c'est une vente de perdu. Et du coup, je faisais corriger ma copine, à tous les gens autour de moi pour qu'on avance. Et en fait, à ce moment-là, j'ai dit non, mais il faut au moins que je monte mon niveau à un niveau médium, parce que là, j'écrivais quand KEN, alors à 2LOR, voilà, quand on partait de loin. Et je me suis mis à coller des trucs de CM2, A accent, A sans accent, EET, EST sur mon bureau. C'était mon tapis de bureau. Pour apprendre. Et puis après, j'ai monté un peu ce niveau-là. Donc autodidacte à ce niveau-là, ou tu n'as pas pris de coach extérieur ou de cours? Non. Sur les formations en ligne, j'ai tout essayé. Je les ai quasiment... par rapport justement au fait d'augmenter ton niveau de dyslexie. Non, YouTube. Okay. Ouais, YouTube, j'ai appris. Il y a des cours de français, etc. Puis après, à force de me faire relever, à force de regarder moi-même, parce que je voulais pas faire de fautes, je voulais pas de trucs. Donc je me suis monté. Et puis après, un jour, ChatGPT est sorti, mais ça, c'est bien plus tard dans l'histoire. Oui, c'est plus tard. Donc là, ok, donc tu es en train de faire ton cursus. Donc dans le restaurant, on revient à ça. Tu fais tes boutiques e-commerce à côté qui fonctionnent pas. Tu te formes là-dessus et tu essaies de faire quelque chose. Est-ce qu'il y en a une qui prend? Est-ce qu'il y a un produit qui prend ou rien du tout? Non, les lunettes audio, j'ai fait break-even dessus. J'avais fait 1000 dads j'avais fait un petit billet, 1000 dads et 2000 de gains. C'est de la publicité payante en ligne. C'est de la pub en ligne et 2000 de gains. Donc j'étais un peu content. Ça m'a prouvé aussi que c'était possible. Mais t'as pas poussé le curseur plus loin, quoi. Tu t'es arrêté là, après ça a bloqué sur, je sais pas, mon compte s'était fait bloquer sur Facebook. Du coup, je me suis retrouvé bloqué à ce niveau-là. Et c'est là où j'ai eu le déclic de venir travailler en Suisse.
Donc là, tu es en France dans la restauration, tu montes des boutiques e-commerce qui ne fonctionnent pas. Il y en a une qui fonctionne, mais tu es bloqué dans le compte. Et puis, du coup, qu'est-ce qui se passe alors? Je continue à faire des boutiques. J'en fais 1, 2, 3, puis je démoralise. On fait un petit down, on fait une petite pause. L'objectif, rester en tête tout le temps. Donc, il y a un down, là, il faut accumuler les erreurs. On reprend et on revient plus fort. On fait un down. J'ai fait comme l'ascenseur comme ça plein de fois. Ok. Qu'est-ce qui t'a amené en Suisse justement alors? Et ben justement, vu que les boutiques marchaient pas, mais que je voulais quand même qu'il y ait du changement plus rapide, j'ai dit bon, on peut gagner plus. J'ai pensé Australie, Canada, Suisse. Suisse, on reste proche de la famille, on reste en France. Donc je suis venu travailler en Suisse. À Genève ou? Genève même. Je suis toujours dans le même appartement depuis 5 ans et demi maintenant. Et du coup, je suis venu travailler en Suisse pour que d'un côté, j'ai des revenus plus conséquents, donc qui me permettent d'investir toujours plus dans mon entrepreneuriat, mais qui me permettent aussi de créer du patrimoine. Parce que je me suis dit, si ça marche jamais, l'entrepreneuriat, au moins, il y a quand même du patrimoine à quelque part, du moins, il n'y a pas d'échec possible. Donc, diversifié. C'est ça. Donc, ok, l'entrepreneuriat, ça marche pas. Moi, je suis convaincu que ça va marcher, mais admettons, ça ne marche pas. Et ben, il faut quand même que je réussisse. Donc, je crée le travail. Un travail, ça, il y a un salaire en face. Ça bouge pas. Le salaire suisse me permet de lever de la dette et d'aller investir. Et donc, de l'autre côté, je peux continuer à me casser la gueule dans l'entrepreneuriat. Et justement, tu arrives en Suisse par quelle porte? Par la porte de l'hôtellerie encore, restauration? Bien sûr. D'accord. Tu continues là-dedans. Après, j'ai tout fait. Ouais, mais après, j'ai tout fait aussi en Suisse. J'ai fait de la manutention. Je suis reparti en cuisine. J'ai fait du bar. J'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait pas mal de petits boulots. Tout ce qui paye, en fait, dès qu'on me donne de l'argent. Et de côté, tu continues tes boutiques e-commerce? Oui, boutique. Après, j'ai essayé de faire des comptes Instagram dans le fitness. J'en ai essayé de faire dans le marketing pour apprendre ce que j'ai fait, ce que j'avais appris au préalable. Je fais pas vraiment multicasquette, quoi. Tu as un touche à tout un petit peu. Ouais, je me suis cherché ce qui me plaisait le plus, le SEO, pas le SEO, les ads, pas les ads. J'ai vraiment essayé un peu tout. Toujours en gardant un métier, comme tu disais, fixe, quoi. Ouais, toujours un métier fixe. J'ai fait, en tant que salarié en Suisse, j'ai fait 3 ans en hôtellerie, je pense. Comme ça, et puis en continuant. Et puis en fait, au bout de 1 an à travailler en Suisse, c'est là où je me suis dit, en fait, je suis déjà dans le monde des réseaux, je suis déjà dans tous ces trucs-là. Je dis, mais en fait, pourquoi je dis pas aux gens, pourquoi je dis pas aux gens, comment travailler en Suisse? Et puis là, j'ai fait ma recherche sur Internet, voir s'il y avait déjà des gens qui faisaient ça. Et il y en avait que 2 à cette époque-là. À Genève même, ou ils étaient en Suisse, tout court. Ok, en Suisse. Il y en avait que 2, peut-être 3, 4, mais voilà, c'était une broutille. Et puis là, j'ai dit, vas-y, je vais faire ça, parce que je connaissais déjà les infopreneurs, je connaissais déjà les entrepreneurs. J'ai dit, déjà, pour l'instant, on va commencer à retranscrire ça et essayer de devenir bon là-dedans. Ça a pris direct, du moins, en fait, non. J'ai fait sur Instagram, ça n'a pas pris. J'ai payé une community manager sur Instagram, ça n'a pas pris non plus. D'accord. Puis là, tu mettais en avant le fait de comment s'installer en Suisse, c'est ça? Par rapport à ton expérience. C'est comment travailler. Je retranscrivais ce que j'ai vécu. Ok, d'accord. Le démarchage, les CV, du moins toutes ces choses-là. J'apprenais en même temps, je ça t'est venu comment cette idée-là en fait? Comment tu te souviens de ça? Une nuit, un soir chez moi, après avoir essayé 3000 boutiques, on se dit peut-être qu'il y a autre chose à faire. Ok, donc à un moment, tu en as eu ras-le-bol de tes boutiques e-commerce et puis. Non. Moi, j'essaie de comprendre le pont entre le côté boutique e-commerce. Mais je faisais déjà des côtés Instagram aussi, parce que même à Palavage. Coaching et tout ça, à Palavage, j'avais monté un compte avec du botting sur le fitness. Ok. Parce que c'est toi qui te mettais en avant ou tu faisais pour quelqu'un? Non, c'est moi, c'est toujours moi. Tu avais déjà cette proximité avec les réseaux sociaux. Et puis après, j'apprenais du marketing, j'apprenais à gérer Instagram, etc. Je me faisais traiter pour mes fautes. J'avais essayé de faire l'influence, mais ça n'a pas marché. Il y a eu ce compte, le frontalier, le premier sur Instagram, qui n'a pas marché non plus. Et là, c'est un ami qui m'a fait le switch, qui lui m'a dit, en gros, c'était le frontalier, il me dit, va sur TikTok, fais des vidéos. Je lui dis non, parce que j'étais pas à l'aise en vidéo par contre. D'accord. Et TikTok fait des vidéos, non. TikTok fait des vidéos, non. J'ai dit, tu sais quoi, je vais t'écouter, je vais faire une vidéo par jour pendant 1 mois, et au bout d'1 mois, je décide. Et du coup, au 1er janvier, du moins début janvier, je fais une vidéo par jour pendant 1 mois. Sur la thématique de comment. De l'employabilité en Suisse, c'est ça. Et là, d'un coup, j'ai commencé à avoir, 5000 abonnés en 1 mois, pas mal de vues. J'avais bloqué tous mes amis pour pas qu'on me voit. Personne. Pas. Ah non, j'ai bloqué tout le monde. Je veux pas avoir de jugement des personnes autour de moi. Je voulais un jugement de personnes tierces, parce que les gens autour de toi, ils sont toujours en train de dire oui, non. Hop, il n'y a plus personne qui voit rien. Et puis quand j'avais 5000 abonnés, j'ai débloqué tout le monde. Et puis les gens, ils pouvaient que dire c'est bien, vu qu'il y a des gens qui disaient c'était bien. Donc tu as vraiment cette
conscience-là, quoi. Tu voulais pas te faire perturber pendant ton... Parce que j'avais déjà eu les expériences avec le drop où à chaque fois il me disait non, non, non. Et du coup, là, quand je me suis lancé sur YouTube, j'ai dit je veux pas de jugement d'eux. Ok. Mais il y en a qui ont vu. Pas mal t'as quand même pas mal écouté ton entourage, alors tout au long de ton parcours. Non, j'étais à contrario d'eux, mais je les écoutais et du coup, eux, ils me détruisaient intérieurement en fait. Ok. Parce que tout le monde me disait non, non, tu n'y arriveras pas, nanana, du moins c'est pas possible, nanana. Du moins j'ai eu tout ce mur en face de moi et moi convaincu tête baissée que je vois que sur internet ça marche, je vois que dans les ça marche, donc c'est pas vous qui êtes pauvres qui allez me dire comment faire du moins. Donc, pas, aussi, ouais, oui, on se comprend. Ouais. Je suis allé à contrario contre chemin pendant très longtemps et il m'a bien fallu 6 ans d'entrepreneuriat pour que les gens commencent à dire en fait t'avais raison, c'est pas nous on avait raison, c'est toi qui avais raison. Donc là sur un petit déclic, marre des boutiques e-commerce, tu te dis tiens je vais mettre en avant ce que j'ai appris sur l'employabilité à Genève depuis que je suis là. Tu crées ton compte TikTok que tu voulais pas faire sur le conseil d'un ami, mais tu t'y mets quand même en disant bon voilà je fais un mois sur une vidéo par jour puis on verra ce que ça donne. Le succès est au rendez-vous, on va dire comme ça. Enfin, je pense que ça n'a pas converti tout de suite, mais en tout cas en termes de vues, de follow. Non, converti. Voilà. Pas du tout. Parce que tu proposais pas justement quoi que ce soit. Moi. Non. Elle t'expliquait quoi justement sur ces vidéos comment travailler en Suisse, comment faire un CV, quelle démarche pour le permis de travail. En fait, mon but c'était de devenir expert. En même temps, j'accumule de l'information, je la rejette. J'accumule, je rejette. De toute façon, déjà psychologiquement, j'avais appris que c'était la meilleure chose pour intégrer dans son cerveau, c'est t'apprends et tu expliques. Et si tu en expliquer, voilà, c'est que tu as bien compris. Ouais. Et du coup, mon but c'était quand même de devenir le expert dans cette niche. Okay. Donc j'ai monté mon niveau en même temps que j'ai fait des vidéos et après le premier mois, je suis passé à 3 vidéos par jour. Ok, et tu sourçais comment tes infos de partout. Sur Internet toujours de partout, j'ai acheté un livre, il y avait un livre de quelqu'un, un des seuls concurrents qui a écrit un livre, j'ai lu ce livre en entier pour commencer déjà sur une base saine, puis après je suis allé apprendre à droite, Internet, du moins de partout. Tu as mis ta personnalité dedans. Et puis après moi, vu que j'étais dans l'hôtellerie, on a quand même déjà une force de démarchage qui est assez fort, où j'ai fait mon CV, je tourne dans Genève, je tape dans 25 portes dans la journée, du moins je suis assez buté là-dessus, en général je travaillais très vite, le peu de fois où je suis allé poser des CV en moins d'une semaine, je travaillais toujours. Ouais, donc tu avais en plus le retour d'expérience et puis après, comment tu faisais pour justement avoir un... J'avais quand même un CV de 2 pages, du moins j'ai presque 25-30 employeurs dans l'hôtellerie, donc c'était... ça parle quoi. Ouais, c'était assez... Ça peut être un avantage en disant voilà, il y a de l'expérience, mais en même temps, pourquoi tu as eu 25 employeurs En saison, on est habitué quand même. Non non, oui, c'est... en saisonnier, ils étaient habitués, et puis j'ai tous mes CV, du moins... Tout, en tout cas, j'ai 2-3 bombes, on va dire, auprès de mes employeurs qui sont pas sur mon CV du coup. Ok. Et justement, tout mon CV, c'est que des références. Ouais. Donc j'ai fait 2-3 essais. Ça enchaînait vite quoi. L'UCPA et la boucherie où c'était mal passé pour moi en tout cas. Ouais. Mais sinon après tout le reste c'est que des références sur mon CV. Donc les gens pouvaient appeler. Ah ouais, on peut appeler tous les jours, je les note, je les connais tous. Même on m'appelle pour me dire quand ils ont été appelés. Tu passes de Jordan à Jordan le frontalier à ce moment-là sur les réseaux sociaux, ça a une certaine notoriété, ça commence à prendre de l'ampleur. Et du coup, comment tu continues cette ascension en fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu mets en place? Je me forme, je continue de travailler. Ouais, j'investis tout mon argent là-dedans. Ok. Donc ça m'a bien coûté un 20-30 000, je pense, cette histoire. De formation, de quoi? De publicité? Non, de tunnel de vente, les logiciels, les montages, les enregistrements, du moins. C'est phénoménal, c'est un gouffre financier cette histoire. Mais tu proposais quoi justement? Rien. Rien, je payais pour l'instant. D'accord, donc si quelqu'un te disait hey Jordan, aide-moi. J'avais rien, je conseillais gratuitement. D'accord. Je faisais des conseils gratuits massifs. C'est juste que plus il y a d'abonnés, moins j'ai de temps. Ouais. Et puis à un moment donné, je suis passé, c'est là où j'ai dit je vais sortir mon premier infoproduit. Ok. Et c'est à quel moment justement qu'il t'est arrivé Je crois qu'il m'a fallu 2-3 ans. Sur la 3 ans, tu répondais gratuitement. Quoi. Gratuitement. Tu créais ton réseau, je faisais ma base mail, j'avais quand même les notions de marketing, donc j'avais mon lead magnet. Tu récupérais avec le guide CV Suisse qui était gratuit, etc. Je récupérais les données, je diversifiais mon audience. De TikTok, j'ai envoyé sur Instagram, j'ai envoyé à droite, à gauche pour diversifier mon audience. Donc là, c'était vraiment dans la notoriété, la création de communauté pure et dure. C'est ça. Mais quand même, pendant 2-3 ans, tu as fourni. Quoi. J'en ai dit des choses. Il y en a beaucoup qui... Tu t'en as payé, Ouais, c'est ça. Et puis après, c'est juste au bout de 2-3 ans, je dis là, je passe 90 heures par semaine à faire des vidéos. Du moins, en tout cas, j'en travaille une partie et l'autre partie, j'ai pas de vie globalement en dehors du travail. J'ai ma copine quand même à côté, mais elle fait des sacrifices pour que je travaille plus. D'accord. Donc je suis quand même très très focus sur ce que tu veux mettre. Oui, je suis parti à Bali. Et à ce moment-là, vu que tu n'as pas de retour financier par rapport à ces conseils pour venir travailler en Suisse, donc tu continues toujours dans l'hôtellerie, c'est ça, à travailler? Ouais. Et tu cumules les deux. Et à quel moment justement tu te dis tiens,
maintenant, je peux passer à une méthode payante. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient vers toi en disant combien c'est? Ou est-ce que tu sais toi comment tu passes à ce modèle? Non, de moi-même, au bout de 2 ans et demi, j'ai dit bon, bah maintenant au bout de 2 ans, je crois, j'ai dit bon, maintenant il est temps de faire un produit parce que bah, je peux pas répondre à tout le monde. Il faut que je monétise parce que ça me coûte beaucoup trop cher financièrement. Parce que là, du coup, j'ai pas pu investir en immobilier, tout ça. Parce qu'en fait, j'ai envoyé tout dans mes réseaux. La diversification financière, c'était compliqué là. Là, c'était compliqué. Donc, du coup, j'ai dit bon, là, il faut au moins que l'entreprise elle s'autofinance parce que bah, je suis pas bénévole non plus et bah, je peux pas sacrifier toute une vie sur du bénévolat du moins. Non, clairement. C'est pas possible. Et du coup, là, j'ai fait mon premier infoproduit qui a failli me faire mettre out parce qu'il n'y avait pas encore GPT qui était sorti à ce moment-là. Ok. On était dans quelles années là à peu près? Juste avant. C'était 2022 ou... Ouais, 2022-2023. Ouais. Donc juste avant ça, 2022, je crois. Donc là, tu décides de créer ton produit justement. Qui m'a foutu out parce que c'est. Tu peux l'expliquer? En fait, à organiser une formation en ligne, c'est compliqué. Hein. Pour répondre à tous les besoins, toutes les questions, toutes les choses. En vrai, c'est un truc de ouf. Moi qui est dyslexique, dysorthographie, je sais que ça a été très très dur mentalement. Puis il faut tout tourner, il fallait scripter une partie. J'étais pas encore assez expert à ce moment-là. Donc j'ai refait toute ma formation depuis. Hein. Bien sûr, je les ai refait ici au studio d'ailleurs. Mais c'était très très dur mentalement. Il n'y avait pas GPT, donc je payais des mecs en doctorat pour me corriger mes textes, pour être sûr qu'il n'y ait pas de faute non plus dans ma formation. Et puis après, j'ai sorti mon premier produit. J'ai mis 4 mois à faire cette formation. Pour sourcer toutes les agences d'intérim, du moins voilà, il fallait de la doc, parce qu'en fait je voulais pas qu'une formation en ligne. Formation en ligne, c'est que des cours où je parle oratoire, on apprend, même si c'est très bien parce que j'ai été éduqué sur ça. Je voulais pas qu'une formation en ligne, je voulais aussi la documentation accessible. Donc quand on clique, boum, on atterrit sur les sites des agences d'intérim par secteur d'activité. On clique, boum, on a des adresses de logement. Un truc complet, la doc, je veux la doc. Le mec qui veut faire ses impôts, il clique, boum, ça lui donne ses formulaires. Et comment se passe ce lancement alors du coup? Donc tu mets 3-4 mois à concevoir ta formation, l'enregistrement, le scriptage, le sourcing et tout ça. À deux doigts de la dépression. C'est vrai, t'as dû pousser, deux doigts de la dépression. Et du coup, comment ça se passe? Parce que faut donner un prix, il faut mettre un prix et on sait que le pricing c'est très compliqué. J'ai regardé le prix de mon concurrent pour rester dans le même prix. Moi je reste dans le prix de marché. Tu t'es pas mis au-dessus ou en dessous? Un peu en dessous. Lui il était à 450, je me suis mis à 400 à ce moment-là, mais pour le lancement j'ai fait moins 50%. Après je faisais un peu ça à l'aveugle et tout, mais t'avais pas vraiment d'ordre à suivre, tu t'es dit voilà je lance un produit. Je lance mon produit moins 50%, j'ai eu une de vente. Mais il n'y a rien eu d'exceptionnel. Non. Du coup, alors, tu une vente te remets tous les en question, 2 mois. Tu dis flashback sur les e-commerce ou en disant voilà. Non, ça, déjà j'avais fait des ventes. Donc je savais qu'il y avait une possibilité. Maintenant, ça prenait pas. Mes tunnels n'étaient pas assez beaux. Du moins, il y avait tout à revoir. Donc là, je fais mon premier flop. Du moins, premier flop. J'avais quand même entre 2 et 400 euros par mois, donc c'était pas non plus 0,0. Mais on a commencé à faire les premiers sous en plus supplémentaires qui payent juste les montages, qui payent une partie en tout cas. T'avais passé une étape quoi déjà. Voilà, c'est ça. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Cette même année. À quel moment justement t'es passé de 400 à 8 900 à 10 15 000, tu vois, où il y a plus de. Ça c'est un peu plus tard dans l'histoire. Quoi. Parce que là, en gros, globalement, il y a eu ça. J'ai sorti cette formation. Et du coup, j'ai eu le flop et là, j'ai été contacté par des cabinets de finance parce que mon projet, c'était toujours de devenir plus expert parce que j'ai une audience sur ce qui, eux, sont leurs avatars. Donc, j'ai été contacté par plein, j'en ai rencontré une vingtaine, j'en ai choisi un. Un cabinet avec qui je collabore encore ensemble. Maintenant, je suis indépendant rattaché au cabinet, mais à l'époque, j'étais employé du cabinet. Et du coup, maintenant, je me suis formé dans tout ce qui était fiscalité, finance, etc. Donc, au sein de leur cabinet, quoi. Au sein de leur cabinet, à la commission, encore. Donc, quitte à prendre du risque, j'étais déjà... Moi, j'avais quelques petites dettes derrière moi par rapport à le frontalier. Je me suis dit pourquoi pas se jeter encore plus haut. Donc j'ai fait ce métier-là qui est à la commission. Donc là, par contre, je suis devenu littéralement expert dans la finance, l'investissement et la fiscalité transfrontalière. Toujours dans la restauration ou tu avais quitté la restauration? Non, là j'avais quitté la restauration pour rentrer dans la finance. Je faisais 2-3 extras à droite. Ah ouais, quand même. Je faisais encore. J'ai fait 2-3 trucs. J'ai fait le paléo où le lendemain matin j'étais au cabinet, le soir j'étais au paléo en train de travailler. Donc je continue encore à faire 2-3 petits trucs, mais là j'ai fait quand même un beau switch, je me suis foutu au chômage et j'ai fait ma formation là-bas dans le cabinet, le temps de débloquer des commissions intéressantes. Donc du coup, tu te fais récupérer entre guillemets par les machines justement des finances et tout ça
en termes d'employés, c'est ça? Ouais, C'est-à-dire que ton travail de mise en avant t'a quand même permis d'accéder à ce statut-là. Ouais. Puis après, tu t'es donc employé, puis après, tu t'es dissocié en te mettant en freelance, c'est ça? Enfin, C'est ça. affilié par rapport à un cabinet. C'est ça, du coup, j'ai fait ça, le cabinet. L'année d'après, j'ai passé mon diplôme directement. Donc, j'ai pris les devants, je l'ai passé assez rapidement, en tout cas. J'ai passé mon diplôme, je l'ai eu du premier coup. Non. J'ai eu l'écrit, j'ai loupé l'oral, j'ai repassé l'oral. Okay. C'est plutôt comme ça que ça s'est passé. Et là, à ce moment-là, en fait, il y a eu 2 actions qui sont passées. Donc là, on est sur N-1, N-2 de maintenant. Mais il y a eu 2 actions qui sont passées. Une première fois, on va dire, il y a 2 ans, ma formation ne marchait pas. J'ai dit, le problème, c'est le tunnel. Donc, j'ai payé des designers, tout ça, et copywriters pour me faire mon tunnel de vente. Ça m'a coûté 2005. J'avais pas ces sous, c'est ma mère qui me les a prêtés. Et elle m'a dit, tu as 1 an pour me les rendre. Donc, j'ai fait ça. Ça a doublé le chiffre. On est passé de 2 à 400 à 4 900. Mais rien d'exceptionnel. Mais tu as pu rendre quand même le prêt de ta maman? Ouais, après, ça a été encore mieux. C'est que, encore 2-3 mois après, j'ai été contacté par un responsable d'un pôle vente qui m'a demandé 3 000 €. Je lui ai dit, non, mais là, je viens de sortir 2005 encore. Je lui ai dit, là, c'est pas possible. Les gens, ils arrêtent jamais, quoi. Et en fait, il est très gentil. Ce mec-là, il a fait un accord avec moi. Il m'a dit, on génère 5 000 pour toi de chiffre, tu payes 1 500, 1 500. Et ils avaient monté de 10 ou 15% les commissions au départ. Donc, je payais rien au moment où ils forment mon pôle vente. Et puis après, je dois payer par contre au bout d'un moment. Donc tu sautes sur l'occasion? C'est ça, j'ai sauté sur l'occasion. Et puis là, par contre, c'est là où ça fait 1 an et demi où j'ai scale complet. C'était en mars dernier. Donc pas cette année-là, mais l'année d'avant, il y a 1 an et demi. 2024, le pôle vente, il se met en place. On commence à monter. Je crois, juin, on fait 1000, 2000. Juillet, on fait 2000, 3000. Après, on a fait ça jusqu'au mois d'octobre. Et à partir donc là, c'était indépendant du cabinet. Indépendant du cabinet. J'ai encore l'activité. Tu avais à côté, tu vendais aussi la prévoyance, la prévoyance, les impôts, toutes ces choses-là. J'avais les 2 activités. C'était toujours lié avec le frontalier résident suisse. D'accord. Donc, tu as ces 2 activités en parallèle. Oui, c'est ça. De temps en temps, des petits extras au Paléo pour se rappeler le montant. C'est ça. Ouais, après, je peux être encore à l'heure d'aujourd'hui, même si je gagne très bien. Un petit extra en bancaire. Ouais, ça ne dérange pas. En vrai, mon cerveau, il est sur off dans ce métier. Donc, en réalité, maintenant, c'est mon cerveau qui est un peu. Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, on fait ça. Donc là, tu prends la formation, qui est justement la proposition sur la formation. Non, la pôle vente. La pôle vente, sur la closer, tout ça, système des closers. On monte le prix. Du coup, c'est plus 450. Maintenant, c'est un accompagnement. On est passé à 1005, puis 2000. Parce que il faut dégager de la marge. Et après, par contre, j'avais pris la casquette de conseiller financier avec. Donc, j'avais pris une social proof bien au-dessus. Et là, après, décembre dernier, on a commencé à taper les premiers 9 000, 12 000 pour janvier. Et puis là, j'ai monté. En moyenne, on est entre 15 et 16 maintenant tous les mois. Collaborateurs ou ça se passe comment au niveau Alors, j'ai quelqu'un qui peut être amené à m'aider sur les CV. J'ai quelqu'un qui peut être amené. J'ai des conseillers financiers, tous diplômés, bien sûr, qui vont aider sur cette partie fiscale également. J'ai quelqu'un qui va être sur l'employabilité. J'ai des gens qui vont faire des webinaires. Moi, j'ai. Tu as plein de collaborateurs. Voilà, j'ai pas d'employés fixe, mais j'ai plein de freelance. J'ai un coach en emploi. Ça t'est allé le chercher ton réseau justement à ce niveau-là, des freelance? Déjà avec la finance, j'en ai développé monstrueux. Et puis après les freelance, non, il y en a qui m'ont contacté, les monteurs m'ont contacté. Miniamaker, il y en a un qui m'a contacté, puis j'en ai contacté d'autres. J'ai contacté d'autres infopreneurs que j'avais vus. L'exposition amène quand même des bonnes choses. Une partie de négatif, mais. Mon réseau, mais après j'ai commencé à structurer et à déléguer au fur et à mesure qu'on montait, tout en ayant cette question d'essayer de toujours délivrer le meilleur en qualité. Ce pourquoi aussi je suis un peu bloqué à mon palier actuel. D'accord. C'est que là on m'a proposé un pôle vente, remettre un nouveau pôle vente en place un peu plus performant et les webinaires, mais j'ai toujours la question de la délivrabilité qui est en face. Parce qu'il y a quand même 9 rendez-vous individuels, la formation, les lives, il y a pas mal de choses. Et donc pour l'instant j'ai un premier palier qui est atteint. Maintenant il faut que je commence à mieux structurer pour arriver à délivrer toujours autant et à passer le palier suivant. D'accord. Justement, c'était ma prochaine question, c'est comment tu te vois dans les 3 à 5 ans à venir justement par rapport à ce développement? Est-ce que tu vas pivoter ou tu comptes vraiment développer ce secteur et puis effectivement une diversification d'investissement, comme tu expliquais dans l'immobilier, tout ça? Alors, investissement massif, j'ai pas pu me le permettre tant que j'étais endetté, donc maintenant je vais me le permettre très fortement. D'accord. Donc Nasdaq, BTC, Bitcoin, assurance vie, immobilier, là en fond cette année, c'est de la croissance, j'en vois tout. Mes réseaux, toujours déployer l'influence sur principalement la niche de l'employabilité en Suisse, la finance, l'investissement maintenant qui s'est associé à mes 2 skills, et l'entrepreneuriat que j'aime beaucoup aussi, vu que j'ai eu un parcours assez long là-dedans, du moins assez long.
de galère en tout cas là-dedans. Mais voilà, c'est là-dessus. Et après, où c'est que je suis dans 10 ans? Bah, en fait, déjà, je veux devenir pionnier sur ce marché complet. Il n'y a pas de questions qui se posent. Je veux mon cabinet de finance dans le domaine. Donc là, je suis indépendant rattaché à mon cabinet. Ouais. Mais là, je veux le cabinet à moi. Okay. Mon cabinet à moi, ça, c'est une obligation pour mes réseaux. Ouais. Immobilier pour pouvoir loger mes clients. Ouais. Créer ça, c'est le dernier palier, mais créer l'agence de placement. Ouais. Une boîte d'intérim en Suisse. Une boîte d'intérim, ouais. Pour employer mes candidats aussi, le modèle accompagnement avec mes différents coachs. Je veux tout. Si quelqu'un il rentre dans mon schéma, il prend tout. Si je dois avoir le change, avoir la job board aussi, où ils vont chercher leur emploi dessus, avoir le marché complet, quoi. Je veux l'écosystème. Et ça, tu t'es fixé une deadline pour un but, hein, ça ne veut pas dire que tu vas l'atteindre. Non, il n'y a pas de deadline parce que on parle en plusieurs millions déjà, juste d'investissement sans gain, sans aucun bénéfice. On est déjà sur plusieurs millions. Donc ça dépend à quelle croissance je veux aussi. Okay. Je suis pas très. Je sais, maintenant, l'année prochaine, je sais plus ou moins combien je vais faire minimum. Ouais, tu peux te projeter. Par exemple, si je fais perspective, mais je l'ai fait que cette année. Là, je vais être entre 120 et 150 cette année. Ouais. Le but, c'est l'année prochaine, c'est de taper 360. Okay. Et l'année d'après, au moins d'aller taper le demi-million. Et après, si je monte au-dessus, c'est bien. Mais en tout cas, si je stabilise déjà. Et qu'est-ce que tu vas changer, justement? Parce que faut implémenter des choses différentes pour faire une structure interne. Un total différent. Ouais. Je veux mon cabinet, donc déjà il y a une marge là-dessus. C'est en bonne route, ça. Tu vas l'avoir. L'année prochaine. Ouais, je suis diplômé, donc en fait c'est juste une histoire d'argent. Ok. En fait, il y a beaucoup. Hormis l'agence d'intérim où là il y a des problèmes de légalisation. Il faut 3 ans d'expérience dans le domaine. Du moins il va me falloir un associé. SA ou quelque chose comme ça. SA, ouais, 100 000. Il faut la SA, ouais. C'est la SA obligatoire. Mais du coup c'est que de l'argent aussi. Oui. Mais du coup il faut 3 ans d'expérience dedans et il faut un diplôme spécifique. C'est surtout ça le problème, parce que la SA, dès qu'on a l'argent, on a l'argent. Tu l'as fait, ouais. Mais il y a des problèmes autres là, dans ce métier-là, alors que dans la finance, j'ai déjà le diplôme, j'ai juste à ouvrir. Je paye 20 000. Donc là, c'est ce qui veut. Enfin, la suite logique, se met en place. Et puis, tu as passé une étape justement cette année, c'est ça? Cette année, j'ai passé mon étape. Cette fin d'année, je prévois un petit calendrier de l'Avent en tease. D'ailleurs, ceux qui voudront regarder, un petit calendrier de l'Avent du contenu sur la Suisse pour le mois de décembre. Okay. Donc, une vidéo par jour pendant 25 jours, ça va être le petit sport. Et donc pour délivrer encore plus déjà gratuitement, parce que je veux vendre plus, tu donnes la valeur sur mais je veux délivrer aussi plus gratuitement pour qu'il y en ait pour toutes les bourses, pour toutes les personnes. Hein. Il y a des gens, ils ont le budget et ils veulent. Il y a des gens, ils veulent pas et il faut qu'ils aient de... Qu'ils le créent, qu'ils créent le capital pour se développer. Donc du coup, ça, début d'année, c'était quoi? D'ici fin d'année, il devrait y avoir mon livre qui va sortir aussi. Ok. Donc, là, grosse actu, quoi. Ouais, je suis sur la dernière relecture, j'ai déjà la couverture, j'ai déjà le dos de couverture du moins. Il est déjà quasiment finalisé, mais je traîne un petit peu parce que lecture, écriture, du moins, on est toujours les mêmes problématiques. Ça, tu peux pas résoudre ça à 100%. Non, je l'ai fait. J'ai déjà fait co-écrire, du moins, j'ai déjà fait aider là-dessus plusieurs fois, mais maintenant la V finale, c'est à moi de finir. Et tu vois une amélioration du fait que tu t'obliges à écrire ou à lire. Toi, tu te sens quand même un peu plus confiant. Je me sens à l'aise. Et puis même maintenant, la manipulation des mots, je suis très bon là-dedans. Ouais. Mais je me fais corriger par ChatGPT. Du moins, la phrase que je dis à ChatGPT tous les jours, c'est corriger 2 points, corriger 2 points, corriger 2 points. C'est quoi, tu penses vraiment un manque de confiance ou c'est non, factuel? Je ne peux pas. La dyslexie me permet pas d'écrire. C'est un blocage. J'ai un niveau normal comme tout le monde. Ouais. Maintenant, je peux pas monter le palier du dessus. Il est trop. Du moins, il va me falloir des années pour aller le chercher. Mais c'est accessible. Tu peux. Je sais pas. Tu sais pas. Je sais pas. C'est pas un but, mais non, parce que comme je t'ai dit, si j'ai un mot où je doute, je suis obligé d'aller le faire confirmer sur Internet. Donc, je vais perdre du temps. Et j'ai pas de temps à perdre. J'ai déjà pas de temps. Donc, oui, je confirme. Corriger 2 points, ça va très vite. Et puis maintenant, il n'y a pas d'intérêt à aller. C'est un assistant. Ouais, moi, c'est mon plus grand assistant. Le jour où il est sorti, ça a été implémenter l'IA, c'est important aujourd'hui, quoi. Et puis ça. Donc, tu as on va dire ta roadmap à 2-3 ans. Enfin, avec envie où tu as de fournir carrément tout le cercle où la personne vient chez toi pour des conseils, elle passe sur ta plateforme pour trouver du job, elle est suivie sur les appâts, sur le logement, parce que c'est... Voilà. Ouais, la chronologie, je pense que, comme j'ai dit, c'est la fin d'année, ce calendrier, avec le livre. Début d'année, on va passer au mois de
Février, je vais essayer de mettre en place les webinaires. Ouais. Donc ce step-là pour aller chercher le x3. Entre le livre, je passe un diplôme aussi, assurance en France, l'ORIAS en France. En France. Donc c'est le même diplôme que j'ai en Suisse, intermédiation des assurances, mais je le vends en France aussi. Dans mutuelle pour les frontaliers. Okay. Mutuelle pour les frontaliers et assurance vie également. Et puis ça permet d'avoir du récurrent là-dessus aussi. Okay. Donc un système d'affiliation. Puis mi-d'année, j'achète mon premier bien, donc je vais mettre en location. Puis fin d'année, logiquement, peut-être que j'ouvre mon cabinet aussi dans cette foulée. Et après, il manquera job board et agence d'intérim. Peut-être société de change. Ça va aller, hein, je pense. Ouais, ça roule. Comme on dit, faut mettre le curseur haut pour. C'est ça suit son cours. Un peu et après, quand tu disais 5, 10, 15 ans, bah moi, personnellement, dès que j'ai. Ouais, en tout cas, 5 ans, quoi. Mais je pense que c'est déjà chargé sur dès que pour les 5 prochaines années par rapport à ce que tu as. Dès que j'ai ma voiture, j'ai ma maison, personnellement, j'aurai déjà ce qu'il me faut. Donc voilà. Tu relaxes avec la vie, quoi. Ouais, j'ai pas besoin de plus en personnel. Et après, c'est surtout créer de grandes choses. Et après, je pense que je passerai sur une app. Je pense que dès que je suis à 100, 200 par mois et que si j'ai réussi à déléguer assez pour que je sois pas trop impacté, je pense que je veux taper l'ADS pour aller chercher, si c'est possible, 1 milliard du moins. Ça pourrait être un délire juste pour le fun. C'est ambition de licorne, quoi. Ouais, c'est pour le fun. Mais il faut pouvoir perdre, du moins pour moi, pour aller chercher une app comme ça, il faut être en mesure de perdre 1 million. Donc, du moins, si on fait voilà, si je mets 100 000 dans chaque projet, j'en casse la gueule 10. Il y en a un qui devrait marcher. Donc, voilà. Si je peux, en tout cas, que j'ai le temps dans ma vie, la vie est pas trop courte, j'irai chercher une app et essayer d'aller chercher pour le fun. Ok. Et dans tout ce parcours que tu viens nous partager, est-ce qu'il y a un moment un peu plus compliqué, une difficulté que tu as vécu, un échec qui t'a fait pivoter ou changer de, je sais pas, ou rebondir sur une chose? Est-ce que tu as quelque chose qui vient en tête? Et comment tu as rebondi à tout ça, justement? Les échecs, il y en a eu plein. En partie, ouais, ça je pense, on en traverse tous les jours, mais est-ce qu'il y a vraiment un où tu dis, ok, j'ai fait cette action-là qui m'a amené à rencontrer cette difficulté, et du coup j'ai rebondi de cette manière? Est-ce que tu en as un qui est un peu probant? Déjà, le premier échec, c'est que ça marchait pas de partout et qu'on m'a dit d'aller sur TikTok. Ouais. Ça pourrait être que ça marchait pas. Et on m'a recommandé d'aller sur TikTok. J'ai mis ça et j'ai explosé. Donc je suis passé du format photo à vidéo. Donc aller me montrer. Donc ça, c'était déjà un des échecs et j'ai rebondi là-dessus. L'échec tu as écouté en fait la personne, c'est ça? Et puis même j'ai eu mon échec avant où ça marchait pas. Ouais, et après j'ai écouté le premier conseil, j'ai commencé à exploser. Je dis ok, d'accord, en fait il y a ça. Près d'un autre C'est un truc personnel vraiment qui t'est arrivé ou la boutique. Quand je disais la boutique du mec qui a monté la boutique à 10K devant mes yeux. Avec la tête là, j'ai dit en fait j'avais la niche, elle était parfaite. Le mec il a prouvé devant mes yeux que ça marchait cette niche. Ouais. Et puis en fait j'avais juste pas les compétences pour saisir cette opportunité. En fait je ne savais pas le voir. Dû à cette difficulté là qu'on t'a démontré que c'était possible, tu t'es dit je vais me former, je vais m'informer, tu t'es ouvert un peu. Là je me suis plus dit c'est pas impossible, c'est en fait j'ai pas les compétences pour. Et du coup j'ai commencé à me former là-dessus. Donc pas baisser les bras, mais bien analyser la difficulté qui vous est arrivée. Ouais. Et puis s'il faut se remettre en question soi-même, se remettre en question, puis surtout agir. Et la culture de l'échec. J'aime beaucoup cette culture de l'échec. En fait, c'est simple, c'est la phrase qui pourrait résumer le plus vite, c'est si tu savais qu'il te fallait 100 échecs pour arriver à 100K par mois, du moins en tout cas à ton projet, à toi personnel, à quelle vitesse tu irais échouer, en général, les gens vont répondre très vite. Ouais. Et pars sur ce principe-là et tu y arriveras. Et puis après, moi, j'aime bien aussi la philosophie. Je regarde pas le foot, mais j'ai toujours un comparatif dans le foot. Il y a Messi, il y a Cristiano, il y en a un, il est talentueux, l'autre, il a travaillé pour avoir le même résultat. Moi je me dis Messi tu peux pas savoir à l'avance si tu l'es, tu touches un ballon, est-ce que tu vas réussir ou pas, ça t'en sais rien. Par contre tu peux savoir que si tu travailles tous les jours dur pendant très longtemps ça va marcher tôt ou tard. Un peu l'effet cumulé aussi. Exactement, l'effet cumulé. Thomas Edison 4800 fois son ampoule là. 10 000 heures fait que tu deviens un expert. Tu deviens un expert aussi, carrément. Et c'est vrai que l'effet cumulé ça peut paraître très bête et très redondant comme ça, mais c'est factuel. Tu fais, même si tu fais 5-10 minutes quelque chose par jour, au bout de tant de temps, tu deviens justement quelqu'un de. Moi, je dis à tout le monde, quand les gens ils me disent je veux faire ça, commence 1% aujourd'hui. Je vais faire ça, commence 1% aujourd'hui. Aujourd'hui, tu crées le Instagram, tu mets un nom. D'ailleurs, il y a un collègue où j'ai encore dit ça il y a pas longtemps. Aujourd'hui, juste tu crées le Instagram et tu mets un nom. Demain, tu feras la bio.
Après-demain, tu mettras la photo. Et juste 1% tous les jours, bah, à la fin, ça fait beaucoup, en fait. Beaucoup de pourcents, ouais. Et du coup, il en est où, ce collègue à qui tu as dit? Il a toujours pas commencé. Ça aussi, hein. C'est les rêveurs, là, les gens qui rêvent. Ouais, il m'énerve. En plus, moi, le truc, c'est que moi, à l'époque, j'aurais rêvé d'avoir des gens autour de moi qui me disent que c'est possible, alors que j'avais que des gens qui me disaient que c'était pas possible. Ouais. Et là, au final, je suis la personne qui dit que c'est possible à ces gens-là. Mais tu le prouves, quoi, parce que par ton parcours, par tes réussites, peu importe qu'elles soient financières ou autres, quoi, ton évolution, tu prouves comme quoi c'est factuel. Oui, on peut y arriver, quoi. Et puis en plus, je suis prêt à donner, du moins là, c'est des amis à moi et tout, je suis prêt à leur dire, vas-y les gars, sur les réseaux, tu fais ça, le SEO, c'est comme ça, mon trompe GPT, c'est comme ça. Non. Et du coup, ça m'énerve encore plus. Je dis, putain, faites chier. Le déclic, en fait, je pense qu'il doit venir de soi, il ne peut pas venir de l'extérieur. C'est ça. Et puis, il y a des fois, quand. Alors, clairement, ça part de soi-même, le déclic. Et puis, en même temps, il y a aussi ce côté-là où, quand tu prodigues quelque chose de gratuit, la personne, comme elle n'a pas payé, même déjà quand elle paye, tu sais, elle ne fait pas forcément les choses comme il le faut. Mais quand en plus c'est gratuit, alors c'est encore moins de répercussions, quoi. Donc, des fois, de demander un peu d'argent, c'est pas forcément pour avoir de l'argent, mais c'est juste pour engager la personne en disant j'ai quand même donné 500 ou 1000 francs, je vais me bouger le cul pour essayer d'écouter ce qu'il me dit, quoi, tu vois. Je le fais. Ce schéma, je l'ai remarqué dans mon business et je le fais sur moi aussi. Genre, là, je veux mettre en place les webinaires. Tu payes comme ça, tu te dis, attends, j'ai payé. Je paye, t'es obligé de le faire. T'es obligé de bouger, là, en plus, c'est 5 points l'histoire, mais je suis obligé de payer, je paye, parce que mentalement, je serais obligé de le faire, parce que là, je vais dire, attends, j'ai lâché 5000 balles pour mettre mon système. Ça te met une petite pression derrière. C'est comme la salle de sport, Covid, j'étais allé au sport, je lui dis, attends, là, je suis vraiment fat, je me suis inscrit en Suisse, ça me coûtait 150 balles par mois. Mais du coup, j'y étais tous les jours, il n'y a pas de souci. T'étais là pour son abonnement, non, mais c'est ça. Et puis même justement, je rejoins encore, je vais plus loin dans la démonstration, c'est que il paraît, alors j'ai pas de formation en ligne, en vente ou quoi que ce soit, mais pour parler avec des formateurs justement qui mettent des choses en ligne, ils disent c'est comme les abonnements de sport. 95% des gens, ils payent, mais ils font pas jusqu'au bout. Des fois, il y en a même qui ouvrent même pas la première vidéo. Même... La salle de sport, c'est le pire. Et ça, c'est des choses qui sont quand même incompréhensibles, quoi. Ah bah quand on commence sur du high ticket, les gens sont plus présents. Moi, je remarque que là, il y a beaucoup plus d'assiduité sur mon... Parce que tu demandes plus cher. Alors déjà, je demande plus cher. Et puis, du coup, là, ils sont engagés. Ils sont là dans les rendez-vous. Et j'apprécie ça. Et c'est pour ça qu'on a des résultats, en fait. Parce que je donne un conseil. Après, il y a des choses, par exemple, à l'époque où je leur apprenais à faire leur CV. Maintenant, je l'ai directement internalisé. Parce que, en fait, toi, je te dis fais comme ça et lui, je lui dis fais comme ça. Et ils me sortent deux choses totalement différentes. Donc, il y a des choses que j'ai voulu que ce soit notre équipe pour que ça soit mieux. Mais tu as remarqué ça, donc du fait que l'engagement, enfin la barrière à l'entrée dans le prix soit plus haute. Du coup, ça donne des gens un peu plus déterminés. Et les clients sont mieux. J'apprécie mieux. Du moins, t'as meilleure interaction. Tout le monde est. Donc, c'est important de noter que le pricing, des fois, de se sous-évaluer en mettant un petit prix en se disant je vais avoir plus de monde. C'est pas forcément d'avoir de la qualité en termes de non, parce que si tu mets des petits prix, tu peux pas avoir de closer. Donc, du coup, déjà, tu as plus de force commerciale à ce niveau-là. Tu peux pas mettre de setter non plus sur ce type d'offre. Et puis, de toute façon, dans l'année, j'ai fait x13 sur mon CA. En montant les prix. Donc, c'est vraiment impressionnant. Mais c'est pas évident. Hein. Le pricing, c'est vraiment pas évident. J'ai multiplié par 4 mon prix. Au final, de la formation initiale, c'est pas le même produit non plus. Tu y allais confiant. Ouais, non, mais tu l'as musclé. Mais je veux dire, tu y allais confiant. Non, c'est le pôle vente. Ils m'ont pas laissé le choix. En fait, ils m'ont dit maintenant, on passe à l'accompagnement. Il m'a dit moins de 1000 balles, on vient pas. Donc, moi, c'est réglé. Ok, t'avais pas le choix. Donc, ils m'ont fait passer à 1005. Par contre, du coup, je pouvais plus délivrer une formation, mais de l'accompagnement. C'était un autre positionnement. C'était un autre positionnement. Et puis après, à 1005, on se faisait envahir. On a dit non, mais on passe à 2000. Et puis, de toute façon, il y a personne qui est plus. Du moins, il y a une personne qui peut me concurrencer, mais sinon, je suis le plus crédible. Je suis celui qui est le plus expert, selon moi. Après, vérifiez si vous voulez. Mais je suis celui qui est le plus longtemps sur ce marché, qui est le plus crédible, qui est le plus diplômé. Qui a autorité. Voilà, qui a autorité. Donc, je peux me permettre de monter les prix. Mes concurrents qui ont zéro autorité sont déjà à 1005. Donc, ça serait honteux pour mon travail. Moi, j'ai déjà la formation en ligne. Ils l'ont pas. Et ils price quasiment. Tu avais une sorte, tu dévaluais un petit peu, quoi. Tu n'avais pas valorisé ton apport à juste milieu, quoi. Et puis après, c'est ces gens qui t'ont dit non, faut puis la finance, parce que quand on commence à avoir des fiches à 200 000 euros par an annuel, du moins la finance, j'ai commencé à avoir tous les certificats de salaire de tous mes clients. Donc là, je vois tous les chiffres de qui gagne quoi et je me dis, attends, mais ils gagnent tous 10 fois plus que moi. Je suis à 500 francs ma formation. Ok, donc le pricing est important. Et puis du coup, quel serait ton conseil que tu prodiguerais à quelqu'un qui, justement,
qui veut se lancer, qui sait pas, qui hésite, qui se dit ouais mais non, je suis pas assez fait pour ça, je suis bien. Enfin, voilà, tout le monde, alors pour moi, tout le monde peut y arriver. Il n'y a pas de question de. En plus, maintenant avec l'IA, c'est incroyable. Tout le monde peut y arriver. Il n'y a même pas de question qui se pose. Maintenant, la question, c'est en combien de temps. Et ça, par contre, la question se pose totalement. Ouais. Donc, la fenêtre de temps, il faut prendre les échecs, les avoir un après les autres. Après, ouais, pour moi, c'est résilience, motivation. Maintenant, la motivation, ça fait des ups et des downs. Il faut que l'objectif, le pourquoi, il soit plus grand que juste la motivation. Ouais. Parce que, comme je disais, je faisais des posts de 2-3 mois. Ouais. Mais vu que l'objectif reste le même, je repars après dès que je suis un peu mieux après la petite dépression. Hop, on repart vers le haut. Donc récurrence, discipline, quoi. Ouais. Plus que motivation, quoi. Ouais. Et puis la culture de l'échec. Hein. Ouais. Et pas avoir peur de perdre, de se planter. Non, il faut échouer vite. Ouais. Il faut surtout échouer très très vite. Moi, par exemple, j'ai une culture, je suis tatoué un peu partout, là, comme on peut le voir. Des significations beaucoup de significations, justement, je vais revenir dessus rapidement, mais j'ai tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort sur la colonne. Ouais. Donc, cette culture un peu de tomber pour mieux se relever. Ouais. Là, au Brésil, j'avais noté devenir riche ou mourir en essayant. Ouais. Donc, le fait que tôt ou tard, soit je serais mort dans le processus, soit en tout cas j'y serais arrivé. Et puis, là, pour la Suisse, il y a un petit drapeau suisse avec un sablier avec marqué persévérance. Ouais. Donc, je me grave moi-même mes objectifs personnels. Pour te les rappeler quotidiennement, quoi. Pour me les rappeler quotidiennement, et c'est des étapes. Donc ton conseil serait de ne pas avoir peur de se lancer, de surtout prendre en compte que tu vas tomber. Et puis, il faut se relever, donc par la discipline, la résilience et tout ça, quoi. Discipline, résilience, travailler dur sur le sujet et puis essayer de devenir expert d'un domaine. Dans tous les cas, si tu l'es pas au début, tu t'en fous, tu racontes ce que tu sais. Ouais. Et puis, tu vas apprendre très, très vite pour apprendre plus vite que ton audience, pour lui délivrer jusqu'à que tu deviennes au final expert dans ton domaine pour le devenir. Ok, merci d'avoir partagé tout ça. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose au podcast? Pas spécialement, qu'il faut pas, du moins si je devais dire quelque chose par rapport à mon parcours, surtout il faut pas attendre un gros déclic pour se bouger. Je pense que ça peut être fait avant ce déclic. Okay. Maintenant, comment, je pourrais pas le dire, je ne sais pas, mais en tout cas, déjà, de toute façon, s'ils regardent les vidéos, généralement, c'est qu'ils sont déjà un peu dans cet élément-là. Mais ne pas attendre qu'il y ait un choc, un décès ou une connerie comme ça pour avoir le déclic, parce que si je l'avais fait bien plus tôt dans mon parcours, parce que du coup, si je le fais maintenant, c'est que je pouvais le faire avant. Ouais. Je serais déjà très très loin. Je serais peut-être même à la retraite. Donc, commencer le plus rapidement possible. Ouais, on a une envie un petit peu de le faire, malgré son entourage qui va te conseiller de rester dans ta zone de confort, qui va dire tu n'y arriveras pas, machin, etc. Et pas de pensée limitante. Pas de pensée limitante. C'est ça fait beaucoup de lutte. Hein. Ça fait beaucoup de lutte à faire contre l'extérieur, contre soi-même, parce que son cerveau, justement, le cerveau à la base, c'est pour te protéger toi, quoi. Donc c'est pour pas aller vers le grand méchant loup et tout ça. Donc il te laisse dans ta zone de confort. Je pense qu'il faut trouver ses mentors sur moi sur YouTube, sur les formations, c'est des choses comme ça. Il y a quelqu'un qui t'a motivé. Tous, ouais. Moi je suis un très je dors avec des podcasts dans les oreilles déjà. Donc je me forme continuellement et même pendant le sommeil. Que ça soit Yomi, que ça soit Dropshipping Rebound dans le SEO, en plus c'est 2,5. Ouais. Du moins ce qu'il y a qui maintenant il y a un peu Alec Henry que je suis tous en francophone, que francophone, parce que je ne parle pas anglais. Okay. Du moins, j'ai des notions, mais pas assez pour regarder des vidéos, mais que francophone. Mais je suis quelqu'un qui écoute énormément, donc je me suis littéralement nourri de ça. Ouais, je me suis buté littéralement du matin au soir à tous les entrepreneurs francophones. Et j'ai un peu tous eu leur formation déjà. Ouais. Ouais, j'en ai acheté un paquet. Ok, pour aussi pour apprendre, pour veiller quoi. Ouais, apprendre. Non, c'était au début. Yomi pour apprendre les ads, Dropshipping Rebound pour apprendre le SEO. Ouais. J'ai fait la Copy Insider, la Tuganbara pour le copywriting, email marketing underground là où je sais pas quoi aussi. Ouais, je les vois tous passer de toute façon. Ouais, je les ai tous consommés. Tu les as tous mangés. Okay. Tout consommé. Ça t'a quand même apporté quelque chose de concret. Tout. Moi, je suis le résultat de l'autodidacte. J'ai rien fait hormis apprendre sur des infopreneurs en réalité. Ouais. Ok, très bien. Je peux te laisser tirer une petite carte, lire la question à haute voix et y répondre, s'il te plaît. Ok. Tac. Quel est ton pourquoi profond et qu'est-ce qui te pousse à te lever chaque matin? Le pourquoi profond, c'est le décès, hein, c'est l'hommage, c'est créer un truc plus grand que ce que tout le monde imaginait. C'est pourquoi aussi peut-être le milliard. En vrai, avoir un milliard, je m'en branle. Ouais. Surtout que ma voiture ne vaut pas des 100 000 euros que je veux. Du moins, même tous mes objectifs réunis, 1 million, ça me suffit. Mais créer un empire, créer quelque chose vraiment de tellement grand que les gens déjà me disent que j'ai réussi par rapport à ce qu'ils ont connu de moi. Ouais.
Mais je veux que vraiment, il n'y ait même plus une unanimité où genre, t'as créé une licorne et genre les gars, c'est bon. T'as cette envie-là, quoi, cette revanche un petit peu. Ouais, c'est une revanche. C'est une revanche. C'est littéralement une revanche contre la vie en fait. Sur la vie, ok. Qui a été le déclic du décès de ta grand-mère. Ouais, du décès de ma grand-mère. Qui projetait beaucoup sur toi, qui a toujours dit que... Et pourquoi me lever chaque matin? Parce que je kiffe ma niche. Ouais. Je kiffe ce secteur-là. J'ai trouvé mon hobby. Et donc, tous les matins, tous les soirs, tous les jours, c'est de créer mon bébé. Mon bébé, c'est mes réseaux. Ça m'appartiendra à moi tout seul, même si je me marie. Il n'y a pas moyen que je donne un centime de ce qu'il crée. C'est mon bébé. Je me lève tous les matins pour. J'ai un drapeau suisse avec un sablier qui est marqué dedans. Donc, t'as pas le temps. Non, voilà, c'est ça. J'ai pas le temps. Et puis, il va me falloir du temps pour réaliser ce projet. Oui, c'est clair. Ouais, ce projet. Mais voilà, c'est mon bébé. C'est ça. Et puis après, pourquoi pas faire une licorne, en vrai. Moi, je te le souhaite. On suivra tout ça de près en tout cas. Ouais. Merci d'avoir partagé sur ton parcours. Et merci à toi de m'avoir reçu. À bientôt, Jordan. Ciao. Merci d'avoir écouté Focus. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine une bonne dose de vrai, de galère, de réussite. Et surtout, lâche rien. À très vite.